Salut à tous les passionnés! On vous a toujours dit que dans l'eau froide, il faut pêcher lentement, presque à l'arrêt. C'est la règle d'or, le conseil qu'on se passe de génération en génération. Et si je vous disais que c'était peut-être le meilleur moyen de ne rien prendre du tout? Dans cette vidéo, on va s'attaquer à ce dogme. On va analyser ensemble pourquoi, dans de nombreuses situations, pêcher plus vite et plus agressivement en plein hiver peut radicalement changer le résultat de votre journée. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre leurre qui se traîne au fond est souvent la dernière chose que le poisson a envie d'attaquer. C'est peut-être la raison pour laquelle vos sessions sont si difficiles. Alors, dites-moi en commentaire avant qu'on commence. Vous êtes de la team escargot ou vous pensez qu'un peu de vitesse ne fait pas de mal, même quand ça caille? Cette idée de ralentir, elle ne sort pas de nulle part. Elle est même plutôt logique, sur le papier. On le sait tous, les poissons sont des animaux à sang froid. Quand la température de l'eau chute, leur métabolisme ralentit. Ils bougent moins, digèrent plus lentement, et donc, logiquement, ils devraient avoir besoin de moins de nourriture et être moins enclins à poursuivre une proie. C'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on observe. On voit des poissons calés, presque immobiles. Du coup, le conseil de leur présenter un leurre lent, une bouchée facile qui ne demande aucun effort, semble être la solution parfaite. C'est une habitude tellement ancrée que personne ne la remet en question. On monte un leurre souple sur une tête plombée légère et on fait des pauses de 10, 20, 30 secondes. On pense bien faire, on est patient. Mais cette patience, c'est souvent ce qui nous condamne à une journée sans touche. Alors, commençons par le début. Pourquoi ce mythe est-il si solide? La raison principale, c'est la science elle-même, ou du moins une interprétation simpliste de la science. Oui, le métabolisme du poisson ralentit. C'est un fait biologique indéniable. Imaginez un brochet ou un cendre dans une eau à 4 degrés. Son corps fonctionne au ralenti, comme un moteur en mode économie d'énergie. Il va éviter toute dépense superflue. La digestion d'une seule grosse proie peut prendre plusieurs jours. Donc, l'idée qu'il ne va pas se lancer dans une course-poursuite effrénée pour un petit quelque chose à se mettre sous la dent est tout à fait fondée. Sur le papier, tout colle. On se dit qu'en lui présentant un leurre qui passe doucement, juste devant son nez, on lui offre une opportunité en or, un repas calorique pour une dépense d'énergie quasi nulle. C'est un calcul simple, et c'est ce qui a cimenté cette croyance dans l'esprit de millions de pêcheurs. On se base sur cette biologie de base pour construire toute notre stratégie, en oubliant un facteur essentiel, dont on parlera juste après. Le deuxième pilier de cette croyance, c'est ce que nos yeux nous disent. Imaginez la scène. Vous êtes au bord de l'eau en plein mois de janvier. L'eau est claire, froide, cristalline. Vous apercevez une perche calée entre deux roches. Elle ne bouge pas d'une écaille, on dirait une statue. Vous pourriez passer une heure à l'observer, elle serait toujours là, imperturbable. Cette observation visuelle renforce notre conviction. On se dit, regarde, il est complètement endormi, si je lui passe un truc rapide à côté, il ne va même pas cligner de l'œil. C'est une conclusion facile, directe, basée sur une preuve tangible. On extrapole ce comportement à tous les poissons du lac ou de la rivière. On se construit une image mentale d'un monde aquatique au ralenti, où tout se passe en mode bullet time. Et donc, logiquement, notre animation doit être en adéquation avec ce rythme supposé. C'est une erreur de jugement classique. On interprète une immobilité apparente comme un manque total d'agressivité, alors que la réalité est bien plus complexe. Le prédateur est peut-être juste en attente, en mode veille, mais pas éteint. Ensuite, il y a un aspect purement psychologique pour nous, les pêcheurs. Pêcher lentement, c'est un acte de patience. Ça nous donne l'impression de maîtriser la situation, d'être méticuleux, technique. Quand vous faites une pause de 30 secondes, vous êtes concentré sur votre fil
guettant la moindre vibration, la moindre anomalie. On se sent comme un sniper, attendant le moment parfait. Cette approche nous conforte dans l'idée que nous faisons tout notre possible. Si ça ne mord pas, ce n'est pas de notre faute, c'est que les poissons sont vraiment inactifs. À l'inverse, une pêche rapide peut paraître brouillonne, moins réfléchie. On a l'impression de brasser de l'eau pour rien. Cette perception est totalement fausse, mais elle est très ancrée. La lenteur est associée à la finesse, à la technicité, alors que la vitesse est vue comme une approche de débutant ou une technique estivale. C'est un biais cognitif qui nous pousse à rester dans notre zone de confort, même si cette zone de confort ne produit aucun résultat. On préfère se dire qu'on a bien pêché lentement plutôt que d'admettre qu'il fallait peut-être tout faire différemment. Pour être juste, il faut admettre que la pêche lente fonctionne parfois. C'est d'ailleurs pour ça que le mythe est si tenace. Si elle ne marchait jamais, on l'aurait abandonnée depuis longtemps. Il existe des situations très précises où c'est la seule et unique solution. Par exemple, sur des poissons extrêmement éduqués, qui ont vu passer des milliers de leurres dans des eaux surpêchées. Là, une approche minimaliste, un petit leurre qui frétille sur place pendant 1 minute, peut finir par décider un poisson méfiant. Pensez à des techniques comme le drop shot ou le Ned rig, qui sont conçus pour une présentation quasi statique. Ça peut aussi fonctionner dans des conditions extrêmes, avec une eau proche de 0 degré, où les poissons sont réellement léthargiques et collés au fond. Mais le problème, c'est qu'on a fait de cette exception une règle générale. On applique cette méthode partout, tout le temps, dès que le thermomètre descend. On oublie que ces succès sont rares et contextuels. On se souvient de cette unique touche obtenue après une pause interminable et on oublie les centaines d'heures passées à attendre pour rien. Maintenant, passons au cœur du sujet. Pourquoi la vitesse peut-elle être une arme redoutable? La réponse tient en un seul mot: l'instinct. Le métabolisme du poisson a beau être lent, son cerveau de prédateur est câblé depuis des millions d'années pour réagir à une chose, une proie en fuite. C'est un réflexe, un interrupteur on/off, qui court-circuite toute la logique de l'économie d'énergie. Un leurre qui se traîne mollement sur le fond, c'est une information ambiguë pour un carnassier. Ce n'est pas une menace, mais ce n'est pas non plus une opportunité évidente. Le poisson a tout le temps de l'analyser, de le contourner, de voir le fil, l'hameçon. Il peut se dire « bof, pas fin ». En revanche, un leurre qui déboule à toute vitesse dans son champ de vision et qui change brusquement de direction, ça, c'est un signal clair. C'est le signal d'une proie paniquée, blessée, vulnérable. L'instinct prend le dessus. Le poisson n'a pas le temps de réfléchir. Il doit décider en une fraction de seconde. Attaquer ou laisser passer cette chance. Et très souvent, l'instinct de prédation est le plus fort. Visualisez la scène. Vous êtes un brochet, posé sur un lit de feuilles mortes au fond d'un lac gelé. Votre monde est lent, silencieux. Vous n'avez pas spécialement faim. Soudain, un éclair argenté passe à 50 centimètres de vous. Une vibration aiguë, une embardée sur la droite, puis une pause d'1 seconde, comme si la créature était désorientée. Votre cerveau reptilien ne calcule pas les calories. Il hurle. Proie facile. Attaque. C'est une attaque réflexe, non pas dictée par la faim, mais par une pure opportunité. C'est exactement ce que fait un jerkbait ou un bladebait animé sèchement. On ne cherche pas à nourrir le poisson, on cherche à provoquer un court-circuit dans son cerveau. On le force à réagir. C'est une pêche nerveuse, agressive, qui vise à créer une fenêtre d'opportunité si courte que le prédateur n'a pas d'autre choix que de l'exploiter. C'est totalement à l'opposé de la pêche lente, qui consiste à supplier le poisson de mordre. Ici, on le défie de ne pas mordre. C'est un changement complet de philosophie. On peut aussi voir ça sous l'angle du calcul énergétique, mais d'une manière différente. Un prédateur, même lent, sait instinctivement qu'une course-poursuite est coûteuse.
S'il voit un leurre lent, il peut se dire que cette proie n'est pas très vigoureuse, mais il n'a aucune garantie de l'attraper facilement. En revanche, une proie qui fuit de manière erratique est souvent un signe de faiblesse. Dans la nature, un poisson en bonne santé fuit de manière linéaire et rapide. Un poisson blessé a une nage désordonnée. En imitant cette nage avec des jerks, des twitches, des accélérations soudaines, on envoie le message suivant. Je suis une proie facile, je suis blessé, viens me manger. Le prédateur peut alors décider qu'une seule grosse accélération, une seule attaque fulgurante, vaut le coup pour un repas quasi garanti. Il va dépenser un pic d'énergie, c'est vrai, mais pour un résultat quasi certain. C'est un bien meilleur investissement que de suivre paresseusement un leurre pendant 10 mètres sans savoir s'il va pouvoir l'attraper. C'est un pari, et les prédateurs sont des parieurs nés. Un autre avantage, et non des moindres, de la pêche rapide, c'est la surface couverte. En hiver, les poissons ne sont pas répartis uniformément. Ils sont souvent regroupés dans des zones très spécifiques. Une fosse plus profonde, une structure, une entrée d'eau un peu plus chaude. Ces zones peuvent être petites et très localisées. Si vous pêchez très lentement, vous allez passer toute votre matinée à peigner une zone de la taille d'une table de ping-pong. Si les poissons ne sont pas là, vous avez perdu votre temps. En pêchant plus rapidement, avec un lipless crankbait ou un jerkbait, vous multipliez par 10 ou 20 la surface que vous explorez. Vous devenez un prospecteur. Votre but n'est plus de convaincre un poisson passif, mais de trouver le groupe de poissons actifs. Car même en hiver, il y a toujours quelques poissons en chasse. En balayant de grandes étendues d'eau, vous augmentez mathématiquement vos chances de faire passer votre leurre devant le nez d'un de ces poissons actifs. C'est une pêche de recherche, bien plus efficace qu'une pêche d'attente. Parlons maintenant de la visibilité. L'hiver, l'eau est souvent beaucoup plus claire que le reste de l'année. Il y a moins de plancton, moins de particules en suspension. C'est un paramètre crucial. Quand un leurre se déplace lentement dans une eau cristalline, le poisson a tout le loisir de l'inspecter sous toutes les coutures. Il voit la peinture un peu écaillée, l'hameçon triple qui n'a rien de naturel, l'agrafe, le fil. Il a le temps de se dire que quelque chose cloche. C'est pour cette raison que les approches finesse avec des bas de ligne très fins sont populaires. Mais il y a une autre solution, ne pas lui laisser le temps de voir les détails. Un leurre qui passe comme une fusée, c'est juste une forme, un flash de couleur, une vibration. C'est une silhouette fugace qui déclenche une réaction avant même que l'analyse puisse se faire. Le poisson voit une forme de proie. Il entend une vibration de proie. Il attaque. C'est aussi simple que ça. La vitesse sert à masquer les imperfections de notre imitation et à jouer sur l'effet de surprise. Enfin, il y a un argument massu en faveur de la vitesse. Sortir du lot. Imaginez un spot de pêche populaire en hiver. Le week-end, il y a 10-20 pêcheurs au bord de l'eau. Que font-ils à 99%? Ils pêchent tous lentement. Ils grattent le fond avec des shades, des finesses, des écrevisses. Les poissons de ce secteur voient défiler des dizaines de leurres lents chaque jour. Ils y sont habitués et peut-être même éduqués. Ils ont appris à les ignorer. Et puis vous arrivez. Vous lancez un blade bait et vous le ramenez en faisant de grandes tirées verticales. Le power fishing à l'état pur. Votre présentation est totalement différente de tout ce que les poissons ont vu de la journée. Vous cassez la monotonie. Votre leurre produit des vibrations fortes, des flashs lumineux intenses. Vous créez un événement. Pour un prédateur curieux ou agacé, cette nouvelle stimulation peut être l'élément déclencheur. Vous n'êtes plus un pêcheur parmi tant d'autres. Vous êtes celui qui propose quelque chose de nouveau, de dérangeant, d'excitant. Attention, quand je parle de vitesse, il ne faut pas imaginer qu'il s'agit de ramener son leurre en ligne droite le plus vite possible,
comme on le ferait en été pour le thon. Ce serait une caricature. La vitesse en eau froide est une question de dynamisme et de variation de rythme. On parle de pêche en réaction. Le but est de créer des ruptures. L'animation typique, c'est une accélération brutale, suivie d'une pause nette. C'est le contraste qui est important. Par exemple, avec un jerkbait, on va donner 1, 2 ou 3 coups de sion sec et rapide, ce qui va le faire partir dans tous les sens. Puis, on arrête tout. Le leurre se stabilise, flotte lentement ou coule doucement selon le modèle. C'est pendant cette pause, juste après l'accélération, que la touche intervient dans 90% des cas. Le poisson a été excité, alerté par le mouvement rapide. Il s'est approché et il attaque au moment où la proie semble marquer un temps d'arrêt, offrant une cible parfaite. La vitesse n'est là que pour attirer l'attention et provoquer. Le choix du leurre est donc primordial pour cette approche. Tous les leurres ne se prêtent pas à la pêche en réaction. Les meilleurs alliés sont ceux qui ont une action erratique naturelle. Le roi incontesté, c'est le jerkbait suspending. Sa capacité à rester immobile à la même profondeur pendant la pause est un atout mortel en eau froide. Les lipless crankbaits ou vibrations sont aussi excellents. On peut les ramener en linéaire rapide ou les animer en traction, comme un jig. Les blade baits, ces petites lames métalliques, sont redoutables pour la pêche verticale ou en traction, car ils émettent des vibrations très intenses qui peuvent réveiller les poissons les plus apathiques. On peut même utiliser certains leurres souples, comme des shad, mais en les montant sur des têtes plombées plus lourdes et en leur imprimant une animation très agressive, faite de bonds rapides sur le fond. L'idée est de choisir un leurre qui supporte bien les accélérations et qui a une action attractive même lors des changements de rythme. Comment adapter sa vitesse de récupération concrètement? Mon conseil est de commencer votre session en pêchant délibérément plus vite que ce que votre instinct vous dicte. Si vous aviez l'habitude de faire des pauses de 20 secondes, réduisez-les à 3 ou 4 secondes. Si vous animiez avec de lentes tirées, remplacez-les par des coups de sion secs et courts. Observez ce qui se passe. Si vous n'avez pas de touche au bout d'une demi-heure, ne ralentissez pas tout de suite. Essayez une autre forme de vitesse. Par exemple, au lieu de 2 jerks et une pause, essayez une longue tirée rapide suivie d'une pause plus longue. Ou alors, une série de petits twitches très rapides sur place. Jouez avec les rythmes. Le but est de trouver le type d'animation agressive qui va déclencher les poissons ce jour-là. La vitesse n'est pas une valeur unique, c'est un ensemble de possibilités. Ralentir doit être votre dernier recours, une fois que vous avez épuisé toutes les options de pêche en réaction. J'insiste sur ce point, le rôle de la pause. Dans une pêche rapide, la pause est paradoxalement le moment le plus important. C'est elle qui transforme une simple fuite en une opportunité. Un leurre qui ne fait qu'accélérer est difficile à intercepter pour un poisson engourdi. Mais un leurre qui sprinte, puis s'arrête net, devient une cible statique. Le prédateur l'a suivi lors de l'accélération, attiré par le mouvement, et il profite de la pause pour l'attaquer. La durée de cette pause est à ajuster. Parfois, une seule seconde suffit. D'autres fois, dans une eau vraiment glaciale, une pause de 5 voire 10 secondes après une animation très brutale peut être nécessaire pour laisser le temps au poisson de se décider. Le secret est dans le contraste, un maximum de chaos et de vitesse pendant l'animation, suivi d'un calme plat pendant la pause. C'est ce décalage qui rend les prédateurs fous. Ils ne peuvent tout simplement pas y résister. Pour que ce soit plus concret, mettez-vous en situation. C'est un dimanche de février, il fait 2 degrés, un léger vent du nord vous glace les os. Vous êtes au bord de votre plan d'eau favori. À votre gauche, un pêcheur gratte le fond avec un shad monté sur une tête de 3 grammes. À votre droite, un autre pêcheur fait la même chose. Ils sont là depuis 2 heures,
pas une touche. Vous sortez votre canne casting, vous montez un jerkbait de 11 cm couleur gardon. Premier lancer. Vous le ramenez avec 2 coups de sion violents. Jerk, jerk. Puis une pause de 4 secondes. Rien. Deuxième lancer. Jerk, pause. Jerk, jerk, pause. Au moment où vous reprenez contact, vous sentez un pouce lourd et puissant. Fait rage. Le combat est lourd, lent, typique d'un poisson d'hiver. Vous sortez un magnifique brochet de 80 cm. Vos voisins n'en croient pas leurs yeux. Vous n'avez pas pêché mieux qu'eux, vous avez simplement pêché différemment. Vous avez présenté une alternative, un stimulus auquel les poissons n'étaient pas habitués, et ça a payé. Bien sûr, il faut nuancer. La température de l'eau reste un guide important. Il y a une différence entre une eau à 10 degrés à l'automne et une eau à 2 degrés au cœur de l'hiver. L'amplitude et la vitesse de vos animations doivent être adaptées. Dans une eau à 10 degrés, vous pouvez vous permettre des animations très rapides et des pauses courtes. Dans une eau à 2 degrés, vous devrez peut-être opter pour des jerks un peu moins amples, mais toujours secs, et allonger la durée de vos pauses. L'idée n'est pas d'appliquer une recette aveuglément, mais de comprendre le principe de la réaction et de l'ajuster aux conditions du jour. Il ne s'agit pas d'opposer systématiquement vitesse et lenteur, mais de considérer la vitesse comme un outil à part entière de votre arsenal hivernal. C'est une corde de plus à votre arc, et c'est souvent celle qui fait la différence entre une bredouille et une pêche mémorable. Il faut aussi apprendre à observer les conditions au-delà de la température de l'eau. Y a-t-il du soleil? Même en hiver, quelques heures de soleil peuvent réchauffer très légèrement la couche d'eau supérieure et activer les poissons. Dans ce cas, une pêche rapide peut être particulièrement efficace. Le vent est-il présent? Une zone battue par le vent sera plus oxygénée et peut concentrer le poisson blanc et donc les prédateurs. C'est une zone à prospecter rapidement pour trouver des poissons actifs. À l'inverse, par une journée grise, froide et sans vent, les poissons seront peut-être plus serrés sur des structures profondes. Une approche en traction avec un blade bait peut alors être la meilleure solution pour aller les déloger et provoquer une attaque réflexe. Chaque détail compte. La pêche n'est pas une science exacte, c'est un art de l'adaptation. Et s'adapter, c'est aussi savoir accélérer quand tout le monde vous dit de ralentir. Je veux être clair, le but de cette vidéo n'est pas de vous dire de jeter à la poubelle tous vos leurres souples et vos têtes plombées et légères. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. La pêche lente, la pêche à gratter, a sa place et son utilité. Mon objectif est de briser une croyance limitante. C'est de vous faire comprendre que la lenteur ne doit pas être votre seule et unique option dès que l'hiver arrive. Elle doit être une des nombreuses possibilités que vous avez. Si vous commencez votre session en pêchant rapidement et en réaction, sans succès, alors oui, vous pourrez essayer de ralentir. Mais ne commencez plus jamais une session d'hiver en vous disant que la lenteur est la seule clé. Considérez la vitesse comme votre option numéro 1 pour trouver les poissons actifs et la lenteur comme votre option numéro 2 pour tenter de décider les poissons les plus difficiles. Un dernier point qui est peut-être le plus important, le facteur confiance. Pour que la pêche en réaction fonctionne, il faut y croire. Si vous lancez votre jerkbait en vous disant « je n'y crois pas », ça va trop vite, ça ne marchera jamais. Vous allez pêcher sans conviction. Vos animations seront molles, vos pauses mal marquées, et au bout de 10 minutes, vous changerez de leurre pour revenir à votre bon vieux shad lent. Il faut vous forcer à y croire. Il faut pêcher avec l'intime conviction que la prochaine pause sera sanctionnée par une attaque brutale. La confiance transparaît dans vos gestes, dans le rythme que vous imprimez à votre leurre. C'est cette énergie et cette concentration qui feront la différence. La pêche est un sport mental. Si vous êtes convaincu que votre approche est la bonne, vous pêcherez mieux, plus longtemps,
et les résultats suivront inévitablement. Alors voilà le défi que je vous lance. La prochaine fois que vous irez à la pêche et que l'eau sera froide, faites une expérience. Pendant la première heure de votre session, oubliez tout ce que vous savez sur la pêche hivernale. Rangez vos leurres finesse, montez un leurre dur, un jerkbait, un lipless, un blade, et forcez-vous à pêcher 2 fois, non, 3 fois plus vite et plus agressivement que d'habitude. Faites des pauses, bien sûr, mais que vos phases d'animation soient pleines d'énergie. Donnez des coups de sion, faites des embardées, créez du chaos sous la surface, consacrez 1 heure entière à cette méthode, sans déroger à la règle. Ne vous souciez pas de ce que pensent les autres pêcheurs au bord. Faites-le pour vous. Je suis prêt à parier que le résultat pourrait non seulement vous surprendre, mais aussi changer à jamais votre vision de la pêche en eau froide. Vous risquez de découvrir un tout nouveau monde de possibilités. Pour résumer, ce vieil adage en eau froide, il faut pêcher lentement, n'est pas un mensonge complet, mais c'est une simplification tellement extrême qu'elle en devient dangereuse pour nos résultats. Elle ignore complètement le facteur le plus puissant chez un prédateur, son instinct. Le véritable changement de perspective, le voilà le retournement de situation, c'est de comprendre qu'on ne cherche pas à s'adapter à la lenteur du poisson, mais à pirater son cerveau pour déclencher une réaction qu'il ne contrôle pas. La raison pour laquelle vous ne preniez rien n'était peut-être pas que les poissons n'avaient pas faim, c'était peut-être, tout simplement, qu'ils s'ennuyaient à mourir devant votre leurre trop lent et trop prévisible. Adopter cette approche agressive peut littéralement sauver vos journées de pêche hivernale. C'est l'outil parfait pour transformer une bredouille annoncée en une session active et pleine de surprises. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes prêt à bousculer vos habitudes, mettez un pouce bleu, ça m'aide énormément. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos où l'on continuera à casser les codes. Et maintenant, la question pour vous dans les commentaires. Quelle est la plus grosse vérité de la pêche qu'on vous a apprise et qui, avec l'expérience, s'est avérée complètement fausse? Racontez-moi vos histoires. J'ai hâte de vous lire. À la prochaine au bord de l'eau.